Bienvenue dans les vecteurs de performance de l'industrie, l'émission économique du Club J qui vous dévoile les clés de réussite des entreprises d'aujourd'hui. Alors c'est la 3e année que le Club J organise cette émission avec la volonté d'être au fait des dernières avancées et tendances en termes d'économie. Cette émission vient renforcer notre engagement à vous offrir des opportunités d'échange et de partage de connaissances indispensables à toute réussite. Alors, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je vais quand même vous donner quelques chiffres par rapport au Club J et se présenter, surtout pour les personnes qui ne connaissent pas le Club J, et notamment les internautes qui nous rejoignent sur notre chaîne YouTube, puisque l'émission est en direct. L'association, donc le Club J, c'est 160 entreprises adhérentes, 80% dans l'industrie, Vallée du J étendue entre les deux métropoles Lyon et Saint-Étienne. Le Club J, c'est surtout 2 volets, à la fois des événements pour faire en sorte que les gens se rencontrent, se croisent et échangent, comme cette émission. On est à 80 événements sur l'année, mais également des actions collectives, puisque le Club J, c'est vraiment de mutualiser et de faire ensemble. On a par exemple des stands collectifs sur les salons professionnels, mais aussi la mise en place d'un projet qui s'appelle Déclic Industrie autour du recrutement, et notamment des éditours, donc des visites de zones industrielles, pour valoriser en fait les métiers de l'industrie. Donc voilà, cette présentation du Club J est faite et nous allons pouvoir revenir à donc notre émission. Une émission consacrée donc à l'industrie et à l'économie. L'industrie est en constante évolution, confrontée à des défis et des opportunités sans précédent. Pour comprendre les enjeux et façonner et saisir toutes ces tendances, j'ai la chance aujourd'hui d'être entourée d'experts et je remercie d'être présent ce soir Guillaume Bonnet de la direction de la gestion financière de la Banque Populaire. Merci à vous. Bonjour. Également Philippe Rascle, donc président de l'UIMM, l'Union des métiers de la métallurgie. Merci à vous. Bonsoir. Nous avons également Guillaume Cléjean. Bonsoir Laetitia. Donc vous êtes responsable du département du développement RH à la Mutuelle Générale. Tout à fait. Et pour finir, autour de nous, donc Pierre-Henri Grenier, directeur de la Banque de la Transition Énergétique, la BTE, donc au sein de la Banque Populaire. Et va nous rejoindre ensuite Sylvain Rebec, responsable des ventes entreprises EDF. Alors, cette émission avec nos experts, merci à vous d'être présents. On va pouvoir aborder cette idée du quoi de neuf et notamment 4 sujets clés. Les marchés en développement et les perspectives, la marque employeur, ce levier pour attirer et conserver les talents, l'efficacité énergétique et on finira, et il faut rester jusqu'au bout puisqu'on aura le sujet brûlant de l'inflation. Et l'émission, comme à chaque fois, sera rythmée par des questions de nos industriels que je suis allée interroger. Alors, on va pouvoir démarrer avec le premier sujet. Donc, les marchés en développement et les perspectives. Je me tourne vers vous, Philippe Rasque. Justement, on a ces sujets en ce moment, ces questions brûlantes autour des marchés du nucléaire et de l'armement. Alors, faut-il considérer ces secteurs comme une réelle opportunité ? Et comment nos industriels, surtout sur notre territoire, se positionnent-ils sur ces marchés ? Alors effectivement, la géopolitique et les différents conflits à travers le monde poussent aujourd'hui le secteur de l'armement notamment à se développer et les besoins des entreprises et des grands groupes et de l'État français lui-même qui passe énormément de commandes. Ces besoins-là existent réellement. Alors sur notre territoire, on a des grands acteurs économiques sur ces secteurs, des sociétés comme Thales, comme Safran, comme KNDS. Il faut savoir que la défense intéresse plusieurs sous-secteurs, on va dire, puisque l'armement, c'est aussi de l'armement terrestre, avec KNDS par exemple sur le projet Scorpion, où on a énormément de véhicules qui sont en production. On connaît le canon César qui s'exporte évidemment beaucoup, mais également dans l'aéronautique, puisqu'on a le Rafale qui est la tête de pont de l'armée de l'air française, mais également des sujets qui touchent à la fois le naval et le militaire, par exemple, comme les drones, où énormément d'entreprises et même des start-up se sont lancées sur ce marché. Et donc, il y a des opportunités véritablement sur ces marchés. Un
un autre marché aussi qui est évidemment qui existe et qui touche beaucoup d'entreprises aussi sur la Loire. C'est le marché des munitions, des armes de petits, moyens, gros calibre. Il faut maintenant que ce soit refait aussi sur ce territoire finalement. Absolument. Et évidemment, ce secteur-là bénéficie du souci de souveraineté nationale qui est décrété et qui existe véritablement, puisque ça fait partie des sujets majeurs sur lesquels la France doit avoir une indépendance. Alors, c'est compliqué pour nos entreprises, nos PME, mais on a énormément d'entreprises qui sont sur ces secteurs-là, en rang 1, 2, voire 3, mais rang 1 et 2. Donc, il y a effectivement aussi de la normalisation à mettre en place. C'est pas facile de rentrer sur ces secteurs. Mais là, je dirais que la demande est si forte que c'est une véritable opportunité pour les entreprises de rentrer sur ces marchés. Deuxième secteur où les opportunités sont aussi très importantes, c'est le secteur nucléaire. Les projets sont multiples. Dans le nucléaire civil, on a 6 réacteurs qui ont été effectivement lancés et commandés. Donc il y en a 2 qui sont dans le nord, 2 qui sont en Normandie et 2 qui sont plus proches de nous, au niveau de la centrale actuelle du Bugey. Et les besoins vont être considérables. Bruno Le Maire le disait encore ce matin, c'est un chantier gigantesque. Ce sont évidemment de grosses opportunités pour nos entreprises. Ça va mobiliser aussi beaucoup d'entreprises sous-traitantes. Alors sur les projets de Bugey, qui sont un petit peu sur l'est de la région Rhône-Alpes, ça va aspirer des besoins, et probablement que les besoins qui existent autour de la région lyonnaise vont venir se ressourcer aussi sur nos territoires ligériens. Et je pense que les entreprises du Club J qui sont à la frontière, frontière justement, entre ces deux territoires, je pense qu'il y aura de bonnes opportunités. Il ne faut pas oublier aussi, et ça touche quand même le secteur de la défense, mais là c'est du nucléaire, de la propulsion nucléaire. On va avoir 4 sous-marins qui vont être lancés, 2 porte-avions. Donc là c'est des chaudières nucléaires, alors évidemment plus petites que les EPR2, que le nucléaire civil. Mais là aussi, ce sont de grosses opportunités. Pour finir sur ce sujet-là, il est tellement important et reconnu par EDF, par Framatome, Technip, le CAA, toutes ces grandes entreprises. On a interpellé France 2030, Bruno Bonnel, qui vient sur ce sujet nous rencontrer avec les services de l'État à la fin du mois. Et on doit, dans le programme d'accompagnement qu'on a demandé, ce sont des aides pour nos entreprises industrielles pour pénétrer ce secteur, puisque c'est un secteur qui est très normalisé et où les investissements doivent être importants pour pouvoir suivre les cadences qui s'annoncent effectivement très importantes. Et c'est des marchés intéressants puisqu'ils vont s'étaler sur plus d'une dizaine d'années. Donc même si on n'est pas pour le moment sur ce marché-là, en gros, il y a des opportunités pour se dire je peux me faire référencer, je peux y aller, et il y aura effectivement donc des programmes d'aide. C'est ce qu'on essaie d'obtenir pour les entreprises qui aujourd'hui ne sont pas référencées, mais il faut savoir que la filière est en reconstruction. On n'a pas construit de nouveaux EPR, enfin de nouvelles centrales, hormis Flamanville, mais ça a été un petit peu compliqué. Néanmoins, les ambitions sont tout autres sur ce nouveau programme nucléaire. Et tous les acteurs sont conscients des besoins qui sont très importants. Donc, il y a des portes qui vont s'ouvrir. Eh bien, parfait. Merci du coup pour cet éclairage. Alors cet après-midi, j'ai reçu la synthèse d'une enquête Ipsos sur l'image de l'industrie donc en France, et j'ai pu avoir donc 2 chiffres qui me semblaient intéressants. 85% des Français sont favorables à la réindustrialisation et 78% pensent que l'industrie est un secteur d'avenir. Alors moi, je trouve ça très encourageant. Mais en parallèle, on a un autre chiffre qui justement fait cet effet parallèle. Rien que dans le département de la Loire, 85% des entreprises disent avoir des difficultés de recrutement. Alors, par rapport à ce chiffre, je vous laisse écouter déjà la question de l'industriel que je suis allée rencontrer et on y répondra ensuite. Bonjour, Olivier Lange, directeur général de SEB Automation à Saint-Prix-en-Jarret. C'est une société de 65 personnes sur 3 activités principales. Conception de machines spéciales, montage mécanique de précision et prestation d'automatisme.
Ma question porte sur le recrutement. Au sein de Seb Automation, nous recrutons plusieurs métiers dans l'entreprise et j'aimerais savoir comment sur le territoire on permet, en particulier sur des métiers techniques comme pour être monteur mécanique, comment on forme les gens, mais surtout comment on les attire sur notre territoire pour les intéresser à l'industrie et élargir aussi notre panel de candidats possibles pour répondre à nos besoins. Est-ce que vous pouvez répondre du coup à cette question du panel? Oui, effectivement, la préoccupation de votre adhérent est celle de beaucoup d'entreprises, puisque aujourd'hui, environ 6 entreprises sur 10 sont en phase de recrutement et veulent recruter à minima une personne. Donc c'est une tendance qui est importante. Malgré une conjoncture économique pour l'instant qui n'est pas super dynamique, les entreprises ont besoin de recruter, notamment pour pallier au départ en retraite d'un certain nombre de salariés. Et du coup, préserver les savoir-faire, parce que c'est bien l'enjeu finalement. Voilà, c'est préserver les savoir-faire et en même temps, c'est d'introduire de nouveaux salariés qui, eux, sont formés sur des cycles, je dirais, de pointe, avec du matériel de pointe et qui amènent de nouvelles technologies et de nouveaux savoir-faire dans les entreprises. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour ça? Nous, la métallurgie, on a des centres de formation. On forme aujourd'hui entre Roanne, Saint-Étienne et Valence environ 1500 apprentis par an, du niveau CAP au niveau ingénieur. Et aujourd'hui, on a un chiffre qui est éloquent, puisque le besoin de recrutement sur 2024 des entreprises de la métallurgie de la Loire, c'est 1840 salariés qui doivent être recrutés. On en forme 1500, donc... voilà. Normalement, il devrait y avoir un panel... Voilà, donc c'est évidemment la différence, vous l'avez dit, il y a environ 8 emplois sur 10 qui sont pourvus, il y en a encore 2 sur 10 qui ne sont pas pourvus. Donc on augmente nos capacités de formation, puisqu'on crée un nouveau centre à Saint-Étienne, rue des Aciéries, sur le Technopôle. On augmente aussi nos surfaces et nos capacités de formation sur le site de Roanne, parce que les besoins existent aussi. Et sur ces 2 sites-là, on va également mettre en place de nouvelles formations, puisqu'on doit répondre aujourd'hui aux besoins des entreprises. Aux besoins des entreprises et aux besoins des marchés, finalement, aussi. Oui, on en a parlé indirectement des marchés qui nous poussent. Le besoin des entreprises, il est majoritairement en production, sur des opérateurs, sur des régleurs, sur de l'usinage, sur de la chaudronnerie, mais également sur des métiers qui sont un peu à la frontière, notamment de la maintenance, par exemple, ou des gens en bureau d'études. Donc voilà. Donc on forme aujourd'hui sur tous ces métiers-là. La difficulté qu'on a, c'est d'attirer les jeunes vers ces métiers-là. Vous l'avez dit, aujourd'hui, on a une conjoncture vis-à-vis de l'industrie, une image de l'industrie qui s'est fortement améliorée. Plus 19 points, il y a eu un sondage Ipsos qui a été fait entre 2019 et 2023. On a eu plus d'opinions, enfin d'images favorables sur l'industrie. C'est-à-dire que tout le travail qui a été déjà fait a porté ses fruits, finalement. Ça porte ses fruits, il faut continuer. Il faut savoir que 85% des jeunes qui sortent de nos centres de formation sont employables, trouvent un job, et ça c'est quand même important, puisqu'il y a des débouchés, et que les métiers de la métallurgie, là c'est un chiffre national que je vous donne, on paye entre 10 et 15% plus cher au niveau des salaires que l'ensemble des autres branches industrielles. Donc on est attractif, on se bat pour attirer justement les jeunes vers nos métiers. On a une association régionale qui s'appelle l'APMI qui collecte les fonds de taxes d'apprentissage, et j'invite évidemment vos adhérents à verser, puisqu'on dépense plusieurs centaines de milliers d'euros pour attirer les jeunes vers nos centres de formation et répondre aux besoins des entreprises. Oui, donc on peut espérer justement cette idée un peu de panel, même si parfois ces formations sont aussi longues, parce que souvent, moi aussi, ce que j'entends, c'est qu'il faut aller des fois 5 ans, voire plus, pour être opérationnel et pouvoir être autonome dans l'entreprise. Mais en tout cas, il y a de belles carrières à faire, des beaux métiers, et puis surtout cette attractivité qui peut faire sens. Oui, aujourd'hui, je crois que les jeunes cherchent du sens. Post-Covid, tous les jeunes nous disent aujourd'hui, lors des entretiens d'embauche, on cherche du sens dans ce qu'on fait, etc. Et l'industrie, c'est quelque chose qui est extrêmement concret, extrêmement physique, puisqu'on se rend compte de ce qu'on fabrique, de ce qu'on produit, etc. Et voilà, ce sont des métiers, je pense, qui aujourd'hui attirent davantage les jeunes, et on s'en aperçoit.
Et il faut qu'on poursuive parce que, comme vous l'avez dit, il y a des carrières ingénieurs, il faut 5 ans. Voilà. Après, on a aussi beaucoup de jeunes en alternance. Et aujourd'hui, l'alternance est un plébiscite par les entreprises, puisque ça permet, comme je le disais tout à l'heure, de faire rentrer aussi de nouvelles technologies dans les entreprises, puisque les jeunes viennent, je dirais, incuber ces nouvelles technologies, les amènent, et en même temps, ils sont opérationnels quasiment en sortie de leur formation, alors qui peuvent aller d'1 an, 2 ans, 3 ans, jusqu'à 5 ans, évidemment. Oui. Donc, voilà. Suivant les besoins il y a et suivant des les cursus, métiers. mais l'alternance et l'apprentissage est un vrai succès aujourd'hui auprès des jeunes. Bon, merci. Merci beaucoup, du coup, pour toutes ces précisions. Nous allons pouvoir enchaîner avec le deuxième sujet. Alors, la marque employeur. Alors, soyons honnêtes, la marque employeur, le recrutement pour qu'il devienne efficace aujourd'hui, c'est un véritable défi majeur. On l'a bien entendu, on a entendu les chiffres par rapport à tout ça. La marque employeur, finalement, c'est pas qu'un simple logo, un simple slogan. Est-ce que c'est uniquement ça aussi, peut-être ? Guillaume Cléjean, justement, je me tourne vers vous. Quelle est pour vous cette définition de cette marque employeur qu'on entend beaucoup ? Et pour vous, quelles sont un peu les clés pour recruter efficacement aujourd'hui ? Alors, comme on l'a dit, effectivement, on a des difficultés à recruter. L'offre est supérieure à la demande. Donc aujourd'hui, la marque employeur, c'est un outil RH qui est vecteur d'image et qui permet de développer son attractivité. Il s'agit de définir un cadre pour développer effectivement une présence cohérente, à la fois sur le digital, les réseaux sociaux, entre autres, par des contenus pertinents et ciblés et une identité qui soit lisible et distinctive par rapport à la concurrence. Oui, donc il y a tout un travail à faire en amont pour justement avoir tous ces éléments pour pouvoir les communiquer. Tout à fait. Donc quand le travail est bien fait, on en parlera après, c'est un réel atout pour l'attractivité, pour la fidélisation des collaborateurs, pour leur motivation et leur engagement au quotidien. Donc l'image qui doit être transmise va être génératrice de fierté et mobiliser les collaborateurs, leur donner du sens. C'est ce que recherchent aujourd'hui les jeunes, entre autres. Les jeunes et puis aussi les salariés finalement. Les salariés. Parce que vu qu'il y a aussi ce côté tension sur le marché de l'emploi, on sait très bien qu'il faut aussi garder nos talents dans l'entreprise. Alors j'ai une question justement d'un industriel. On laisse du coup cette question-là et puis après on essaiera d'y répondre. Très bien. Bonjour, Philippe Scurochal. Donc je suis le dirigeant de la société Scurochal et Hydro-Richier. Nous sommes spécialisés dans l'usinage de précision et dans la réalisation d'ensembles mécaniques. Aujourd'hui, même depuis plusieurs années, nous sommes confrontés à un problème de recrutement et je souhaiterais savoir comment attirer et fidéliser de nouveaux candidats dans mon entreprise. Voilà. Très bien. Alors, je vous laisse répondre. Oui, tout à fait. Merci pour cette question. Donc l'idée, je vais décomposer en 3 parties. D'abord, attirer, je vais faire un petit focus sur le recrutement, puis fidéliser pour essayer d'être complet et rapide. Déjà, pour attirer les talents, donc c'est la marque employeur, on en a parlé dans un premier temps. Donc c'est toutes les actions de communication et de valorisation de la marque qu'on doit mettre en place par des sites carrières, par les réseaux sociaux ou autres événements, oui. Par exemple. Un peu cette idée de marque, c'est comme si en gros, je ne vais pas en citer une très très connue, mais c'est un peu ça, c'est qu'en gros, il faut que notre entreprise soit un peu comme toutes ces grandes marques finalement. Exactement, donc travailler l'image et l'identité de l'entreprise par des valeurs, une histoire, par les métiers spécifiques de l'entreprise, le secteur d'activité, les réalisations qui sont différenciantes également. Donc il faut communiquer sur ce qu'on a fait, les projets innovants, la fierté du savoir-faire industriel. Également tout ce qui est management, parce qu'aujourd'hui c'est essentiel pour conserver ses collaborateurs. Donc il faut un management de proximité avec des circuits de décision qui sont courts. De la polyvalence également sur les postes, donc ça c'est important également à développer. Les responsabilités élargies qui sont associées. Et puis son travail, quand on a plus de polyvalence, on a plus d'impact dans l'entreprise. Alors que quand on est dans une grosse entreprise, on est plutôt focus sur une seule partie. Oui, donc il y a un peu cette idée que finalement, en développant des opportunités nouvelles en termes de management, de pouvoir aussi garder les personnes également en interne. Tout à fait.
Et également aussi, ce qui est intéressant, c'est de faire de montrer des témoignages de collaborateurs. Donc nous, à la Mutuelle Générale, on a un outil qui s'appelle Clinch, où les personnes peuvent poser des questions et nos ambassadeurs, des collaborateurs volontaires, y répondent, ou également des vidéos qu'on diffuse sur notre site internet qui permettent de donner une image de notre entreprise vivante et attractive. Et attractive. Donc finalement, ce sont les gens avec de l'authenticité qui vont pouvoir aussi transmettre cette envie. Voilà, de vrais salariés, avec de vrais commentaires qui ne sont pas filtrés par la direction. Voilà, donc ça c'est la première partie. On peut bien sûr parler de la RSE, c'est des choses également à mettre en valeur. Après, la rémunération. Si on cherche des profils rares et complexes, il faut mettre une rémunération qui soit au niveau. Alors moi, je recrute trop souvent des profils très complexes où on est à peine au prix du marché et ça pose problème. Donc effectivement, offrir une rémunération qui soit au-dessus du marché ou au moins équivalente permet d'attirer les personnes. Après, c'est tout ce qui est prime et rémunération variable, que ce soit individuel ou collectif, qui permettent, intéressement participation pour le collectif, qui permettent également d'attirer les candidats. Et après, d'autres avantages comme le véhicule de fonction ou des titres restaurants, etc. Oui, donc ce que vous dites, c'est qu'au-delà du salaire à peu près donc, dans la tendance, il faut quand même rajouter des éléments pour faire en sorte d'être attractif finalement. Et d'être peut-être malin à ce niveau-là. Exactement, et se différencier des autres qui cherchent également des profils similaires. Après, le recrutement, en fait, c'est important de développer puisque on a besoin de parler de l'expérience candidat aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut que le candidat ait envie de venir. Le contact avec un recruteur, si ça se passe bien, ça donne envie de rejoindre l'entreprise. Donc le process de recrutement est très important. D'abord, c'est bien cibler son besoin, savoir exactement ce qu'on cherche. Donc ça, c'est un temps qui doit être consacré en amont pour bien définir le besoin souhaité. Ensuite, l'offre d'emploi doit être attractive. Elle doit être courte, mais on doit parler de l'entreprise, des missions précisément, et également ce qu'on attend du candidat, mais également ce qu'il peut attendre de nous, et tous les avantages qui y sont associés. Ensuite, toutes les méthodes de sourcing qui doivent être mises en place pour pouvoir attirer les candidats. Donc que ce soit les sites d'emploi, vous avez Indeed, vous avez Météo Job, vous avez oui, finalement, il y a plein de plateformes maintenant. Donc il ne faut pas hésiter à justement multiplier les plateformes. Exactement, et puis aller les chasser. Aujourd'hui, l'équipe recrutement de la Mutuelle Générale va sur LinkedIn, passe 30% de son temps à 40% pour aller chasser sur LinkedIn des profils par des mots-clés et avec des messages d'approche qui soient attractifs également. Donc aller chercher des gens qui potentiellement leur dire pourquoi pas changer de métier finalement ou essayer de voir pour leur offrir de nouvelles opportunités. Voilà, au moins leur donner envie d'en savoir plus. Voilà, ça c'est déjà la première chose, même s'ils sont déjà en poste, qu'ils aient envie de nous rencontrer. Donc finalement sur LinkedIn, c'est important aussi que l'entreprise finalement elle ait aussi une page, qu'elle soit présente, qu'elle puisse mettre en actualité. Exactement, voilà, avec ce que j'ai dit précédemment, avec les différents éléments, l'histoire, etc. Ensuite, ce qui est important aussi, c'est d'être souple sur les critères de sélection, puisque effectivement, souvent, on veut beaucoup de compétences, mais n'oublions pas qu'il y a de la formation existe. Donc, s'il manque une compétence, on peut la développer par des processus de formation également. Ça, c'est un plus, quand on peut proposer aussi de la formation et qu'on peut dire aussi pour des candidats, vous inquiétez pas, même si votre profil ne cadre pas, on a quand même envie de travailler avec vous et on peut vous offrir des opportunités. Tout à fait, la formation fait partie de l'intégration et fait partie également de la fidélisation qu'on va aborder rapidement puisque j'ai un temps limité. Voilà. Tout à fait. Et puis après, quand vous recrutez aussi, ne perdons pas de vue qu'il faut que les entretiens soient structurés. C'est-à-dire que si vous faites des entretiens différents pour chacun, il n'y a pas d'équité, le candidat ne va pas se sentir traité de la même manière. Donc il y a des méthodes qui existent, la méthode STAR, ou des choses comme ça. Et puis surtout, l'entretien n'est pas un interrogatoire. L'entretien, donner envie au candidat, c'est être souriant, détendre l'atmosphère, des choses comme ça, et ne pas multiplier les entretiens pour que ça soit le parcours du combattant. Ensuite, bien cibler, un entretien sympa, c'est la clé en gros. Voilà, pour en tout cas que le candidat ait envie de vous rejoindre. Ensuite, utilisons tous les dispositifs à notre disposition, les partenariats écoles qui sont à développer. Alors que lorsque vous versez une taxe d'apprentissage, profitons-en, c'est de l'argent entre guillemets qui est perdu puisqu'on doit le verser dans tous les cas. L'alternance, qui est également un grand sujet avec l'apprentissage, des contrats de pro ou les stagiaires qu'on peut prendre également.
Et les dispositifs Pôle emploi, aujourd'hui Pôle emploi propose des dispositifs pour les demandeurs d'emploi et d'autres publics qui permettent, tout en restant inscrits à Pôle emploi, d'être formés et d'avoir un financement durant la formation. Et une fois que la personne est formée, pour une durée maximale bientôt de 400 heures, vous pouvez l'embaucher donc en CDD ou CDI selon les cas. Voilà. La cooptation, c'est également quelque chose de très important. Vos collaborateurs peuvent vous apporter des connaissances à eux. Comme ils se connaissent en général bien, ils parlent de l'entreprise. Et la différence quand ils vont arriver chez vous et qu'ils ne vont pas avoir de surprise, disons, ils connaîtront les rouages de l'entreprise. Il n'y aura pas l'effet déceptif qu'on peut avoir lorsqu'on est embauché et qu'on a vendu un peu de rêve à l'embauche. Oui, c'est ça, parce qu'il ne faut pas non plus vendre trop de rêves. Et finalement, un salarié va encore mieux parler finalement de son poste, de son entreprise à l'extérieur finalement. Tout à fait. Voilà. Donc effectivement, rendons les salariés heureux. On en parlera justement sur la fidélisation. Donc c'est pour les rendre heureux et qu'ils puissent coopter des connaissances. C'est cultivons déjà un environnement de travail qui soit stimulant. Donc les locaux, à la Mutuelle Générale, on a refait tout le siège avec de belles couleurs, des open space, on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, c'est très élégant. Voilà, donc les locaux, les équipements, des espaces de détente et de convivialité. Les valeurs, c'est important, qu'ils soient fédératrices pour l'entreprise, alors confiance, esprit d'équipe, reconnaissance. Et le management, je le redis, qui est essentiel. Les personnes quittent leur entreprise à cause de leur manager en général. Ah oui, donc voilà. C'est vraiment la clé, ça va être aussi le manager, de bien le former finalement. Former vos managers, effectivement, pour qu'ils aient la bonne posture et que ça ne soit pas le chef-faillon qu'on peut rencontrer de temps à autre au cours de notre carrière. Ensuite, la qualité de vie au travail, l'équilibre vie pro, vie perso, on en a parlé tout à l'heure, qui est essentiel pour les jeunes, aujourd'hui en tout cas. Donc on peut aménager le temps de travail. Donc chez nous, on peut avoir jusqu'à 4 jours de télétravail par semaine. Alors bien sûr, dans l'industrie, c'est pas toujours faisable. On peut pas. Une machine, ça va être difficile de l'amener à la maison. Ça va être compliqué. Par contre, la semaine de 4 jours, pourquoi pas. Donc il y a des dispositifs qui peuvent être testés et qui vont vous différencier par rapport aux concurrents. Et également des services qui facilitent la vie des salariés, la crèche, conciergerie, livraison de repas, ou des abonnements ou des activités de bien-être. Donc la Mutuelle Générale a une start-up qui s'appelle Flex, qui a développé une offre de qualité de vie au travail, comme l'aide aux devoirs, je lis pour pas oublier, le coaching sportif et les fiches de nutrition, plateforme de services à la personne, séances d'ostéopathie en entreprise, des ateliers santé et qui sont offertes. Tous ces services sont offerts aux collaborateurs de la Mutuelle Générale. Avec cette start-up qui, du coup, offre toutes ces possibilités. Voilà, donc à la Mutuelle Générale, mais également à d'autres entreprises clientes. Voilà. Oui, donc vos clients peuvent bénéficier aussi de ce genre d'offre. Tout type de clients, qu'ils soient clients ou pas de la Mutuelle Générale, en tout cas, c'est une offre proposée par notre entreprise Flex. Et puis après, on parlait de la formation, donc c'est le dernier point, la formation. L'idée, c'est déjà d'identifier les profils qui sont stratégiques et qui sont à fidéliser. On peut pas toujours se concentrer sur l'ensemble des collaborateurs. Une fois qu'ils sont identifiés, c'est leur proposer des parcours d'évolution, des parcours de formation personnalisés qui permettent de les faire monter en compétences, d'envisager des plans de succession derrière si vous avez un départ à la retraite. Donc il faut vraiment réfléchir une gestion des carrières globales au sein de votre entreprise. Même si elle est petite, l'idée, c'est de les fidéliser, de les faire grandir pour que demain, ils puissent prendre des postes de personnes qui partiront à la retraite ou qui quitteront l'entreprise. En tout cas, avoir une visibilité sur plusieurs années pour bien anticiper justement tout ça. Voilà, tout à fait. Privilégions aussi la polyvalence, la rotation de postes, si on le peut. Voilà, et des perspectives donc d'évolution pour chacun, donc les mobilités internes, voilà, donc en fonction de la taille, si vous êtes 2 personnes, les mobilités internes vont être réduites, si vous êtes 250, effectivement, c'est des choses qui sont à envisager. Voilà, et n'oublions pas le mentorat, les plus anciens peuvent former les plus jeunes, donc il y a des dispositifs qu'on peut mettre en place dans l'entreprise et qui vont favoriser le bien-être, la progression de carrière et la fidélisation de nos collaborateurs. Oui, donc en gros, à l'heure actuelle, il y a un panel de possibilités pour nos entreprises pour développer en fait cette marque employeur, comme on l'appelle, pour justement travailler sur plein de petits points. On n'est pas obligé donc de tout déployer, on peut tester justement des choses et voir avec ses collaborateurs ce qui peut fonctionner finalement. Effectivement, voilà, c'est l'idée. Mettons en avant le maximum de dispositifs pour donner envie de rejoindre les équipes et de rester dans la durée dans l'entreprise.
Eh bien, merci beaucoup pour tout ça. On va pouvoir enchaîner avec le 3e sujet. Alors après l'humain, la transition énergétique, voilà, puisque ça fait partie aussi des gros sujets actuels. La transition énergétique est devenue l'une des préoccupations majeures de notre époque, on peut le dire là maintenant, tant sur le plan environnemental, on est d'accord, bien également sur le plan économique. Nos industriels sont particulièrement attentifs à cette question, cherchant à concilier tant bien que mal le besoin de visibilité sur la stabilité des prix, puisque on l'a connu, ça a été un peu compliqué sur l'énergie, mais surtout aussi essayer de répondre aux problématiques et au moins aux enjeux autour de la décarbonation. Alors ma première question autour de cette thématique, je vais vous la poser à vous, Sylvain Robec, qui vient de nous rejoindre. Bonsoir. Merci. Merci de nous avoir rejoints. Alors si on se met dans la peau d'un entrepreneur, est-ce que, justement, c'est compatible entre cette stabilité et cette recherche de stabilité des prix de l'énergie et les enjeux de la décarbonation? Est-ce que tout ça, c'est compatible? Alors, c'est plus que compatible. C'est la décarbonation qui va vous permettre de booster votre compétitivité. Avant de vous parler de décarbonation, vous l'avez dit en introduction, je voudrais revenir un an en arrière. On était dans une crise énergétique où on a accompagné nos clients industriels. On a vécu une période difficile, mais il y a une vertu à cette crise, c'est que ça a remis l'énergie au cœur de la stratégie des industriels. Avec mon équipe, toutes les semaines, on croise des industriels et ils nous disent tous la même chose. Ils veulent de la stabilité et de la visibilité sur les prix. Alors j'ai une bonne nouvelle, comme on est dans une émission Quoi de neuf. Ah bah oui, Quoi de neuf alors, c'est une bonne nouvelle. La nouveauté, c'est que ce vœu, il a été entendu et que le 14 novembre 2023, l'État français et EDF ont signé un accord pour une nouvelle réglementation du marché de l'énergie, post-ARENH, puisque l'ARENH va s'arrêter en 2025. Et cette nouvelle réglementation, elle va reposer sur un principe simple, celui des offres moyen terme. À l'heure actuelle, les fournisseurs d'énergie proposent des contrats courte durée, 1 à 3 ans. Et avec ces offres moyen terme, on va pouvoir proposer des contrats à des horizons de 4-5 ans. Et sur ces horizons-là, on n'est plus impacté par la volatilité des prix qui nous a marqué au fer rouge sur les années 2022-2023. Alors, pour faire simple, aujourd'hui, un industriel, avec EDF, il peut s'engager à prix fixe jusqu'en 2029 sur un contrat où il va, entre guillemets, être épargné par tous les aléas géopolitiques court terme qui pourraient arriver. Donc, épargné jusqu'en 2029. Si on fait ce choix-là. C'est déjà bien. D'ailleurs, on a beaucoup d'adhérents du Club J qui ont déjà fait le choix et qui ont signé des offres moyen terme. Alors, je ne les citerai pas tous, ils se reconnaîtront. Mais on a un vrai plébiscite en fait, sur ces offres parce qu'elles offrent cette stabilité, cette visibilité, une forme de sécurité finalement pour les industriels qui peuvent se consacrer à leur cœur de métier. Et surtout, ça booste leur compétitivité pour pouvoir se consacrer à la décarbonation. Eh oui. Parce qu'on a vraiment une conviction chez EDF, c'est que l'avenir, il sera électrique et décarboné. Il y a 3 secteurs clés pour la décarbonation, le transport, le bâtiment et l'industrie. Alors vous me direz, ça tombe bien, la région Rhône-Alpes-Auvergne, c'est la première région industrielle de France. Donc on est dans un enjeu majeur. Aucun industriel ne pourra pas parler de décarbonation avec ses clients pour répondre à des appels d'offres, pour son empreinte carbone et pour réduire sa facture énergétique. Alors nous, EDF, en tant qu'industriel, il y a 2 éléments majeurs sur la décarbonation. Le premier, c'est proposer une énergie qui est décarbonée, nucléaire et avec du renouvelable. Et le deuxième, c'est le management de l'énergie, qui passe par la décarbonation et l'électrification de vos process. Donc c'est de revoir les process, de pouvoir mieux les gérer pour se dire vers quoi je vais et de pouvoir faire des meilleurs choix. En énergie management, ou en management de l'énergie, on va le faire à la française, sans investissement majeur, on peut réduire très rapidement de 5 à 15% sa facture d'énergie. Et moi, il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est que le meilleur kilowatt, c'est celui qu'on n'a pas consommé. Ah, c'est sûr. C'est toujours on est bien d'accord. Alors, quand on parle de décarbonation, on va aussi parler de financement, mais je laisserai la banque de transition énergétique en parler, c'est leur cœur de métier. Mais sachez quand même que nous, on accompagne nos clients dans les projets de décarbonation pour réduire leurs émissions de CO2 et réduire leur facture énergétique. Alors, quand on parle de décarbonation, il y a 3 enjeux clés sur la décarbonation, si on fait très simple. Le premier, c'est adapter sa façon de consommer. Moi, je viens du milieu des particuliers. Dans une habitation, dans un bâtiment tertiaire, 1 degré de chauffage, ça peut être 7% sur la facture en moins. Oui, donc l'enjeu peut être important. Tout à fait.
Le deuxième point, et vous m'avez posé la question, c'est le changement des équipements, des process, la récupération de chaleur et de froid, et surtout sortir des énergies fossiles. On va parler un peu empreinte carbone. Le gaz, 500 grammes de CO2 en équivalent kilowatt. Le charbon, 1000. Le nucléaire français, 4. Ah oui, ça fait une grosse différence. Le calcul sera vite fait. Le dernier point sur la décarbonation, c'est plus de renouvelables dans votre mix énergétique et de l'autoconsommation. Je pense que vous en parlerez aussi. Sur tous nos clients qu'on accompagne sur nos projets photovoltaïques, c'est 10 à 30% d'économie d'énergie et c'est un vrai moyen de sécuriser son prix du kilowatt. Alors là aussi, les industriels l'ont bien compris. Plusieurs adhérents du Club J, on a accompagné sur des projets de décarbonation. Et puis je pourrais prendre un exemple très actuel, celui du groupe Linamar, où on travaille à l'heure actuelle pour les accompagner sur l'ensemble du spectre décarbonation, c'est-à-dire conseil en génie électrique, photovoltaïque et mobilité électrique. Donc vous l'aurez compris. Donc c'est à plusieurs niveaux que l'on peut en plus agir. Il y a plusieurs leviers, c'est exactement ça. C'est tout à fait ça même. Donc vous l'aurez compris, décarbonez-vous, c'est important. Il faut se décarboner, avec nous ou avec un autre prestataire. Avec nous, c'est mieux quand même. Bah oui. Et l'idée quand même qu'il faut retenir, c'est que les champions de la décarbonation d'aujourd'hui seront les champions de l'industrie de demain. C'est une vraie orientation, en tout cas, pour amener son entreprise vers le futur. Tout à fait. Et en plus, ça peut aider sur le recrutement, puisque ça peut faire partie de certaines valeurs. Vous répondez à des enjeux sociétaux et à réduire vos factures d'énergie. On est d'accord là-dessus. Alors, pour pouvoir continuer sur ce sujet-là, de la transition énergétique, j'ai une question d'un industriel. Je vous propose qu'on l'écoute. Bonjour, je m'appelle Guy Perrin, PDG de la société Bénière Perrin à Lorette. Nous sommes fabricants de fonds emboutis et des activités de traitement thermique. Donc nous sommes consommateurs de gaz et d'électricité. Donc la décarbonation qui va être imposée dans les années à venir va-t-elle être un effet passager ou vraiment une imposition de nos clients pour l'avenir de notre société ? Alors, pour répondre à cette question, je me tourne vers donc Pierre-Henri Grenier. Alors, je me souviens de nos échanges que l'on a eus pour préparer cette émission, d'une expression qui m'a bien plu, comme quoi maintenant, il va falloir présenter ou montrer, du coup, patte verte. Patte verte. Oui, c'est une expression que j'utilise souvent parce que c'est vraiment ce qu'on voit émerger de plus en plus. Vous savez, à la Banque de la transition énergétique, on est vraiment au plus près des préoccupations des PME et puis surtout on voit bien les grandes priorités. L'année dernière, on a financé plus de 8000 projets, 500 millions de crédits accordés sur la transition, donc on commence à bien voir ce qui se passe. 2022-2023, on était dans la réduction de la facture à tout prix, beaucoup de photovoltaïque, beaucoup d'autoconsommation. Nous, en 2022, l'année dernière, 2023, on a financé une autoconso par jour. Ah oui. Donc effectivement, c'est une solution. Ça permet à l'entreprise d'avoir sur une partie de sa consommation un prix fixe, connu. Voilà. Donc, pour autant qu'elle ait la capacité à poser des panneaux, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Il faut que la charpente le permette, il faut qu'il y ait du foncier. Voilà. Donc, oui, il y a quand même des difficultés, des freins par moment. Oui, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir mettre des panneaux, parce qu'il faut que ce soit bien exposé. Voilà, il y a plusieurs contraintes, mais ceux qui ont la chance de pouvoir le faire, ils l'ont fait. Et je pense qu'ils ne le regretteront pas. Et puis en 2024, on voit émerger des nouveaux sujets qu'on ne voyait pas jusqu'à présent. Et c'est des sujets beaucoup plus d'adaptation. Alors moi, je vois apparaître un sujet sur l'eau que je ne voyais pas jusqu'à présent. Notamment des PME industrielles qui utilisent beaucoup d'eau dans leur process, plus de 1000 mètres cubes, et qui commencent à s'inquiéter des risques de restriction. Alors ce n'est pas un enjeu économique. Pas économique au sens comptable du terme, parce que l'eau, elle n'est pas très chère. C'est surtout le risque de devoir fermer l'usine pendant 1 mois ou 2 mois en cas de sécheresse. Donc là, et moi, je vois pas mal de demandes d'investissement pour créer de la circularité, pour essayer de travailler en circuit court et d'éviter de prélever toute l'eau qu'on utilise sur le réseau. Et puis, le deuxième gros enjeu, alors là, qui apparaît très fortement, c'est l'adaptation réglementaire. Eh oui. On va revenir à ce réglementaire, oui. Et c'est là qu'on montre patte verte. Voilà. Montrer le fameux patte verte. On montre patte verte. Alors, il y a une accumulation de décrets en ce moment, ou d'obligations. Le décret tertiaire, le décret BAX, les ZFE, l'obligation de solariser les parkings et puis les toitures aussi, pour ceux qui le peuvent. Et puis, il y avait une obligation qu'on n'avait pas vu venir forcément, surtout dans le monde de la PME, c'est la CSRD.
Alors la CSRD, c'est... Vous pouvez nous expliquer un peu, là, parce que là, pour moi, c'est un gros mot. Oui, pour beaucoup, c'est un gros mot. C'est une directive européenne qui s'applique en France à partir de... En 2024, pour les grands groupes, plus de 500 salariés, plus de 50 millions de chiffre d'affaires. Oui, mais si ça reste dans les grands groupes. Donc, on se disait, on n'est pas touché. Bah oui. Et on s'aperçoit que ces grands groupes, ils doivent raisonner dans le jargon, ce qu'on appelle en scope 3. Ils doivent intégrer dans leurs impacts environnementaux et dans leurs coûts carbone aussi ceux de leurs parties prenantes. Ah oui, et dans leurs parties prenantes, on retrouve leurs fournisseurs et leurs sous-traitants. C'est-à-dire que ces donneurs d'ordre... Donc en gros, ça va descendre... ça ruisselle. Ça va descendre. Oui, ça ruisselle. Ça ruisselle et on voit de plus en plus de donneurs d'ordre qui demandent à leurs sous-traitants le coût carbone et les impacts environnementaux de leurs fournisseurs. Et on voit des acheteurs qui déréférencent des entreprises qui ne sont pas capables de pouvoir donner cette information. Oui, du coup, maintenant, l'enjeu va pas être uniquement sur une offre, le prix, il va y avoir, du coup, cet impact-là. Oui. Alors, pour l'instant, on demande beaucoup d'avoir cette capacité à donner le montant de la... Oui, au moins donner l'information. Demain, ça va être un élément de compétition pour celui dont le produit ou la prestation sera la moins carbonée. Donc, on a sur l'enjeu de décarbonation un enjeu de compétitivité. Et donc, c'est vrai que cette contrainte réglementaire qui va ruisseler, elle ruisselle, mais elle va toucher la compétitivité des PME. Donc, et puis après, nous, en tant que banque, on va être aussi un peu concernés, parce que nous, à partir de l'année prochaine, pour octroyer des crédits, on va demander aussi. Donc même le système bancaire va être contraint de la même façon ? On va aussi avoir ce qu'on appelle le Green Asset Ratio, donc on va devoir mesurer les objets qu'on a financés qui sont les plus vertueux pour l'environnement. Et si on a un faible ratio, eh bien, on aura des coûts de refinancement plus élevés. Ah oui, donc l'enjeu va être économique aussi derrière. Oui, c'est-à-dire que globalement, tout le monde de l'économie, il est poussé à décarboner. Alors c'est très bon pour la planète, c'est bon pour les générations futures, mais c'est aussi une exigence pour les PME d'accélérer leur décarbonation, d'accélérer la mesure de la décarbonation, de faire des bilans carbone, d'avoir des politiques bas carbone, de pouvoir le vendre. C'est un argument de vente, ça va devenir un argument de vente d'être décarboné. Donc les PME, elles n'ont plus le choix. En gros, là, on est un petit peu au pied du mur pour montrer ça va venir très cette vite. patte verte. Ça va venir très vite. Donc vraiment, le bilan carbone, il va devenir indispensable, et puis une politique de décarbonation de l'activité. Donc c'est pas un effet de mode. C'est pas du tout un effet de mode. Pour répondre à la question, c'est durable. C'est réellement durable. Et en gros, là, si je comprends bien, il va falloir se dépêcher, en plus, si on est une PME, à se dire, voilà, là, il va falloir que je la montre, cette patte verte. Voilà. Moi, je l'aime bien, cette expression de la patte verte. Je l'aime bien, je vais la garder. Merci beaucoup, en tout cas, pour cet éclairage. Et on va pouvoir passer, du coup, au 4e et dernier sujet de cette émission. Et oui, l'inflation. Alors l'inflation, c'est encore un sujet pas facile qu'on met à chaque fois à la fin de l'émission, puisque cette inflation matérialise du coup la diminution effectivement du pouvoir d'achat. Également, elle est redoutée pour aussi entraîner des ralentissements dans les investissements. Et donc l'année dernière, sur ce même plateau, on parlait donc d'inflation et on avait fini avec une note quand même un peu positive où on s'était dit bon allez, il faut rester positif. Donc je me tourne vers vous, Guillaume Bonnet. Merci d'être là ce soir avec nous. Alors en gros, quoi de neuf on est réellement là pour ça par rapport à l'année dernière. Tout à fait. L'année dernière, on avait raison d'avoir une note d'optimisme, même si on était loin d'avoir une inflation qui se réduise en 2023. Les bonnes nouvelles, elles commencent à arriver. Les anticipations... Donc on a encore une bonne nouvelle. On a encore une bonne nouvelle. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Banque Centrale Européenne a dans son viseur une inflation cible à 2%. Donc c'est vraiment ce driver qui va amener toutes les politiques qui vont en découler. Aujourd'hui, on n'est pas encore à ces niveaux-là. On part de à peu près 10% en Europe en 2023. 2022-2023, on était sur des niveaux vraiment très élevés. Alors, assez impacté par des composantes, on en parlait tout à l'heure, énergétiques, matières premières au sens large. Et du coup, ça avait, post-Covid, assez chamboulé tout le monde économique. Donc la BCE s'est mise en action et aujourd'hui, alors
En 2024, on n'aura pas une inflation à 2%, ni en 2025. La BCE a parlé aujourd'hui même, et on voit qu'on va être plutôt sur l'année 2026 à l'objectif. Donc on va dans la bonne direction. Il faut attendre 2026, en gros. Il faut attendre 2026, il faut être assez prudent, parce qu'en fait, une fois qu'on a passé la partie inflation liée à des composantes techniques d'énergie ou de matières premières, in fine, dans les services, dans les biens de consommation, on a intégré une partie du prix. Et du coup, l'inflation, elle est arrivée jusque même dans les salaires. Et du coup, cette composante intégrée dans les salaires, elle va reboucler cette fameuse boucle prix-salaire. Et du coup, l'inflation a été un petit peu auto-alimentée. Donc aujourd'hui, on voit que ça, c'est un phénomène qui se réduit, mais la BCE est très prudente. Et du coup, elle dit, aujourd'hui, on est plutôt sur du 2,5-2,6% sur cette année, 2,2% en 2025, et normalement, on s'approchera du but, voire on le dépassera à 1,9% selon les dernières estimations. Ah oui, donc c'est plutôt très encourageant finalement, mais avec encore un peu de prudence et de patience. Beaucoup de prudence. C'est des domaines où on se rend compte que ça peut vite légèrement s'emballer, et du coup, il faudrait pas... ça a des impacts sur l'économie. En fait, ça emballe la dynamique économique. Donc aujourd'hui, les voyants sont plutôt au vert, on reste dans une croissance positive, et du coup, la Banque Centrale Européenne peut mettre en œuvre sa politique. Bon, super. Alors, j'ai une question d'un industriel. Je vous propose qu'on l'écoute, et puis qu'on y réponde ensuite. Avec plaisir. Bonjour, Pierre Vandeville, directeur industriel de Lactips. Nous fabriquons des matériaux naturels à base de protéines végétales. Et notre question, c'est quel est votre conseil actuellement en matière d'investissement compte tenu de l'évolution des taux? Faut-il y aller? Faut-il attendre? Et pour quand? Merci. Alors, sur la notion des taux, alors, on en est où? La question, elle découle de la première, on va dire, du sous-jacent inflation. Et j'indiquais que la Banque Centrale Européenne, elle a indiqué aujourd'hui sa première détente dans les taux. On avait un taux de dépôt à 4%, il va passer la semaine prochaine à 3,75%. Donc c'est une amorce de baisse des taux. Après, dans la baisse des taux, il faut faire très attention, parce que quand on est sur un industriel, il y a deux horizons d'investissement. Il y a l'horizon très court terme du besoin ponctuel. Donc là, sur le court terme, la Banque Centrale Européenne, son taux directeur, c'est du taux très court terme, du taux au jour le jour. Donc là, oui, les taux court terme vont baisser. Donc on connaît les indices de type Euribor. Oui, il va suivre assez mécaniquement cette baisse. Donc on pense qu'on est sur du 2 ou 3 baisses de 25 centimes comme on l'a eu aujourd'hui, et du coup on pense que les taux vont baisser cette année. En revanche, sur des projets d'investissement plus moyen terme, on va dire que les économistes s'attendent à une baisse assez mesurée, en tout cas en 2024. On est plus vers un 0,10, 0,20% de baisse. C'est des choses qui sont assez faibles finalement, et en partie parce que la baisse, elle a déjà eu lieu. En tout cas, elle a déjà commencé. Elle a commencé au final, au sortir de l'été 2023, où finalement, si on regarde au début du mois d'août et en fin d'année, les taux moyen terme avaient déjà baissé de 70 BP. Tout ça par des annonces un peu d'emballement, donc les marchés réagissent, voire surréagissent. Donc finalement, la baisse des taux moyen terme, elle a déjà eu lieu en partie, et là, on est plutôt dans un ajustement lié aux anticipations de croissance et d'inflation. Donc, je pense qu'il faut arrêter d'être trop attentiste, parce que je pense que les projets peuvent se relancer. Et d'ailleurs, on le voit à la Banque Populaire, les dossiers d'investissement sur l'entreprise, mais même sur le marché du professionnel ou du particulier, commencent à repartir. Et c'est parce que l'anticipation, maintenant, on voit que les taux se sont détendus, et ça peut être le moment de mettre en place des projets qui avaient été, à juste titre, un petit peu décalés. Ouais. Exactement. Décalés, mis de côté. Donc là, maintenant, on peut y aller. Je vous remercie en tout cas pour ça, puisqu'on va finir sur cette note positive, puisque finalement, dans cette émission, on a plutôt du positif. Et ça, j'en suis ravie. On arrive au terme du coup de l'émission, cette émission captivante qui a pu aborder ces gros sujets importants donc de l'industrie, entre l'inflation, le recrutement et la décarbonation. J'espère que ces discussions ont pu amener justement suffisamment de matière pour justement faire en sorte d'aider nos industriels à prendre des décisions, à orienter leur stratégie.
Pour le mot de la fin, je vais demander à mon président, le président du Club J, Yannick Marcon, de me rejoindre pour faire cette conclusion. Bonsoir à tous. Écoutez, très heureux de ce nouveau numéro de l'émission Écho du Club J, 3e année. C'est vraiment une émission qui a un double avantage. Le premier, c'est de permettre à nos adhérents ici, ce soir, présents, et bien entendu ceux qui sont en ligne, de s'informer sur des sujets qui nous concernent tous, que ce soit la transition énergétique, le recrutement. Et comme tu l'as très bien dit, Laetitia, en plus, il n'y a que des bonnes nouvelles, donc c'est super. Et le deuxième avantage, c'est de mettre en avant les partenaires du club, qui sont essentiels pour nous. Et donc, à ce titre, je voudrais remercier ceux ici présents, la Banque Populaire, EDF, la Mutuelle Générale. Et puis, je n'espère pas que l'UMM rejoigne ce club très privilégié à l'avenir. Et donc, ça, vous le saurez l'année prochaine, au prochain numéro. Donc, voilà. Donc, il ne me reste plus qu'à vous remercier. Et puis, on se retrouve l'année prochaine. Eh bien oui, l'idée, c'est de se revoir l'année prochaine. Donc voilà, je remercie donc les gens qui n'ont pu nous suivre sur la chaîne YouTube. Je précise également que l'émission a été enregistrée et qu'elle sera diffusée après en replay sur la chaîne du Club J. Donc n'hésitez pas si vous voulez revoir l'émission. Je remercie également les équipes techniques de Madame et compagnie pour la mise en place de ce bon plateau. Donc tous les techniciens, que ce soit au niveau du son et tout le reste, merci à eux. Donc voilà, et puis on se retrouve dans un an. Je vous remercie. Merci.